C'est un homme courageux qui nous rejoint sur le plateau de BFM Business, c'est Emmanuel Le Chypre, qui a donc décidé ce matin de défendre une idée, il va nous expliquer, mais peut-être qu'ici on trouve un peu saugrenu, de taxer les riches. Oui, Emmanuel Le Chypre, oh c'est votre là point de là vue. là 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 là, vous y allez un peu fort, vous y allez un peu fort. Non, la réalité, c'est qu'il y a un constat, c'est que... vous savez, on sort du grand cycle du capitalisme financier initié au début des années 80, qui était un cycle de baisse des barrières fiscales, de mondialisation, de hausse de la concurrence, de financiarisation, etc. Et qu'en fait, il faut bien comprendre qu'à chaque cycle économique correspond son cycle fiscal. Et ce cycle fiscal des 40 dernières années, il a correspondu à l'idée de baisser systématiquement la taxation des facteurs de production les plus mobiles, dont effectivement les grosses fortunes et les riches. Mais ce qu'on constate, c'est qu'on est au bout de cette logique. Donc, il va bien falloir se poser la question de l'augmentation de la fiscalité sur les plus hauts revenus. C'est ce qui se fait dans beaucoup de pays. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis, regardez l'Allemagne, regardez la Belgique, regardez le Royaume-Uni, regardez la Norvège. Donc, cette tendance à une contribution plus aisée des gros patrimoines et des grosses fortunes, elle est posée partout. Le problème, c'est que... Je rappelle que vous parlez face à Jean-Marc Daniel. Hein. Oui, mais la réalité, c'est que le problème, c'est que la France est quand même particulièrement mal placée sur la ligne de départ, puisqu'il faut rappeler que nos plus grosses fortunes sont les plus taxées au monde avec les Japonais et les Danois, et que les entreprises qui souvent font la fortune de ces riches, eh bien elles sont carrément les plus taxées du monde. Donc on a une problématique française qui consiste à essayer de plumer loi intelligemment, comme on disait, sans lui faire mal. Et il faudra quand même en passer par cette réflexion en évitant toutes les solutions stupides, qui sont quand même celles qui sont le plus souvent sur la table, qui sont je vous rajoute, je vous remets de sur taxe de l'IS, etc., etc. Non, il faut envisager taxer intelligemment. Une fiscalité plus intelligente. Mais j'ai des propositions à vous faire. Alors attendez, Jean-Marc, le problème c'est que loi, elle en peut plus. Ah non, elle est au bout. Loi n'en peut plus. C'est Colbert qui est associé à cette formule, et Colbert avait fini par lui-même décider d'annuler une partie de la dette parce qu'il n'arrivait plus à plumer loi. Loi avait fini par devenir, par créer des révoltes. Je rappelle régulièrement que c'est Colbert qui est à l'origine indirecte de la comptine sur la mère Michel, c'est-à-dire. Il y a un rapport entre la mère Michel et les impôts. Oui, absolument, oui, parce que le personnage... Mais je savais pas ça. Mais elle a perdu son chat, ça n'a... Elle avait perdu son chat, mais son chat avait été volé par un personnage qui s'appelait en réalité Bertrand Postel du Clivet, et donc ce personnage, compère Lustucru, est un personnage qui dans la comptine est présenté comme un personnage extrêmement négatif. Il a volé le chat, il a transformé le chat en un civet qu'il vend au voisin, il exige de la mère Michel... Mais c'est le fisc ? Et non, c'est révolté contre le fisc, et donc qui est à la tête d'une révolte qu'on appelle la révolte des Lustucrus. Donc, ça s'appelle compère Lustucru. Les Lustucrus, c'est des révoltés fiscaux, et la propagande royale, la propagande de Colbert, essaie de démontrer que ce père Lustucru, ce révolté fiscal, est en fait un égoïste, un menteur, un voleur. Et donc, alors, loi finit par réagir. Mais revenons à la loi d'aujourd'hui. La loi d'aujourd'hui sur les revenus. D'abord, sur les cycles, je ne suis pas sûr que le cycle ait été traduit, se soit traduit par une vraie baisse de la fiscalité qu'il faudrait remettre en selle. Je rappelle quand même que sur l'impôt sur le revenu, il y a 40 millions de foyers fiscaux en France. Il n'y en a que 18 millions qui paient l'impôt sur le revenu. Je rappelle que 75% des recettes de l'impôt sur le revenu sont garanties par 10%. Et donc, je pense qu'effectivement, on est arrivé à un moment où la question qui va se poser, c'est les gens qui ont fui à cause de l'ISF, vont-ils fuir désormais à cause de l'impôt sur le revenu ? C'est exactement ce que dit Patrick Martin dans Les Échos. Il dit c'est toujours pareil, l'économie c'est des flux, c'est facile, hein, vous augmentez l'IS, vous augmentez la taxe sur les riches, les gens s'en vont et la compétitivité baisse. Alors juste pour compléter, il y a eu déjà des hausses d'impôts sur le revenu assez systématiques. On parle souvent du plan de rigueur de Mitterrand, qui était un plan qui était assez violent. Et à l'époque, François Mitterrand avait conclu en disant mais finalement, la seule vraie solution, c'est essence, tabac, alcool. Et donc, moi, je pense qu'effectivement, si on doit augmenter les impôts, il faut augmenter les impôts en externalité. C'est-à-dire, il faut augmenter le prix de l'essence. Vous n'avez pas mis les jeux d'argent aussi, pendant qu'on y est un peu... Oui, non, en plus, l'essence, c'est mon obsession sur la taxe carbone. Oui, alors vous augmentez ce genre de... Vous faites passer l'essence à 4 €. Voilà, les propositions d'Emmanuel. La réalité, c'est que là où Jean-Marc a raison, c'est que dans les pays
qui ont réussi des ajustements budgétaires comme ceux qu'on recherche aujourd'hui, on a mis beaucoup à contribution les impôts indirects. Il y a des pays qui ont pris entre 4 et 10 points de hausse de TVA. Donc ce sont les consommateurs qui ont payé et on a épargné plutôt effectivement les entreprises. On voit bien qu'en France, effectivement, le plus stupide, ce serait d'alourdir la fiscalité sur les 10% les plus aisés, parce que là, oui, effectivement, ils partent. Enfin, regardez quand même, la fameuse taxe à 75% de François Hollande en 2012, le nombre de riches, mais pas hyper riches, qui sont partis a triplé entre 2012 et 2017 par rapport aux 3 années précédentes. Regardez, donc ça, c'est idiot. Regardez ce qui se passe au Royaume-Uni, c'est pareil. On a... Partent à Milan. 11 000 millionnaires qui sont partis, vous comprenez tout de suite la perte de substance économique. Qu'est-ce qui est intelligent ? Donc, moi, je pense que ce qui est intelligent... Alors, il y a cette histoire de taxe Zuckman qui n'est pas inintéressante. Pourquoi ? Parce qu'elle porte sur vraiment les ultra riches et c'est une taxe qui vise à limiter l'optimisation fiscale. Alors, aujourd'hui, la proposition à 2% est absurde et trop élevée, mais ce n'est pas forcément une mauvaise piste. Non, moi, je pense... Surtout, elle met les patrimoines professionnels dedans, ce qui est quand même un gros problème. Oui, sauf que quand on vous impose une taxe de 2% par an sur des patrimoines qui vous rapportent entre 5 et 6% par an, vous pouvez vous dire que c'est à peu près supportable. Et puis la réalité, c'est que les ultra riches, finalement, où qu'ils aillent, ils paieront quand même des impôts. Donc pourquoi pas mais moi, je suis très favorable aux contributions exceptionnelles. Regardez ce qui s'était passé en 1983. Pierre Mauroy, au moment du tournant de la rigueur, il avait demandé, il avait créé un emprunt obligatoire. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Vous êtes favorable aux contributions exceptionnelles ? Oui, parce que... Vous ne savez pas demain ce qu'on peut vous prendre l'année prochaine, hop, contribution exceptionnelle. Non, mais là, on vous dit, il faut redresser les finances publiques. Pierre Mauroy l'avait fait en 83. Ça avait marché. La période qui a suivi le tournant de la rigueur a été une des périodes les plus prospères de l'économie française. Donc il ne faut pas rejeter ça. Et puis, je vous rappelle quand même la proposition du Fonds monétaire international au moment de la crise de l'euro en 1993. Le FMI n'étant pas un repère de gauchistes invétérés, c'était de ponctionner 10% de l'épargne tout de suite. Et là, ça rapportait 700 milliards d'euros à l'échelle européenne. Donc, les contributions exceptionnelles, Jean-Marc, ça ne change pas. Redonnez-lui raison parce que moi, les bras m'en contributions tombent. exceptionnelles, quand vous en avez vraiment besoin, c'est utile et ça ne modifie pas vos anticipations de long terme. Donc, pourquoi pas ? Deux remarques par rapport à ça. D'abord, si c'est un emprunt, ça ne va pas améliorer le problème de la dette. Ça va changer la nature des gens qui ont prêté à l'État, mais un emprunt obligatoire. Mais contribution exceptionnelle, vous ne rendez pas ? Oui. Alors après, il dit c'est un emprunt. Si vous voulez oui, mais attendez, à l'époque, il fallait trouver des gens pour nous prêter. Ah oui. Oui. Donc le véritable enjeu à l'époque, c'était pas la dette publique en tant que telle, c'était la dette extérieure. C'était le déficit extérieur, le déficit de la balance des paiements courants. Donc si vous faites un emprunt obligatoire, vous allez simplement changer la nature des détenteurs de la dette, mais vous n'allez pas améliorer la situation en termes de dette. Et ensuite, effectivement, les emprunts exceptionnels, le problème, c'est que l'exception a tendance à se généraliser. C'est-à-dire que quand on regarde, alors on parle de Mauroy, mais quand on regarde dans l'histoire, soit les emprunts sont associés, effectivement, alors ça a été le cas au moment en 1872, on a fait un emprunt exceptionnel après la défaite. Bon, mais sous la Révolution et sous la 4e République, c'était pratiquement tous les ans qu'il y avait un emprunt exceptionnel. Donc, je pense qu'à un moment donné, il vaut mieux jouer la vérité. C'est-à-dire, voilà. La parole de l'État, je le concède à Jean-Marc, n'est pas toujours crédible sur ce plan. On le voit ce qui va se passer sans doute avec la contribution sur les hauts revenus, qui était censée être temporaire, un peu comme la vignette. Et en fait, ça devient pour toute la vie. Il faut reconnaître que la crédibilité de la parole de l'État en la matière est un vrai Merci à tous les deux d'être venus débattre sur ce plateau. Excellent débat. Je ne sais pas ce qui vous est arrivé pendant l'été, Emmanuel, mais donc désormais vous défendez Vous avez changé, non, clairement. Mais pour une raison très simple, ma chère, c'est que le monde a changé. Ah d'accord, j'ai pas vu. 7h27. Oui, c'est pas une raison pour défendre des points de vue bolcheviques. Non, mais on peut défendre des points de vue modernes et pas on est déjà très en arc-bouter retard. sur des vieilles certitudes.